initiative. Ah bon, je surveille mes propos. Bien. Bon, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, merci beaucoup d'avoir pris l'initiative de cette réunion qui doit permettre donc aux élus d'échanger avec les services de l'État concernés par ce projet. Alors, je voudrais donc les présenter rapidement. Vous savez que c'est un projet dont la maîtrise d'ouvrage est portée donc, par l'État et RTE. Donc, le ministère de la Transition écologique, DGEC, est représenté par Madame Durand, chef du bureau énergie renouvelable, hydraulique et marine, et Monsieur Roubière. RTE est représenté par Carole Pitou-Albido, déléguée RTE Ouest, Élodie Josso, directrice de projet, et Aurore Gilman, responsable de la concertation, que certains d'entre vous connaissent déjà. L'État territorial, outre votre serviteur, est représenté par Jacques Regade, directeur adjoint d'Adréal, Pierre-Emmanuel Voss, directeur de projet, Jean-Philippe Quito, directeur interrégional de la mer, Alain Priol, directeur départemental des territoires et de la mer. Alors, je rappelle très rapidement, mais vous le savez déjà, que ce projet s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la programmation pluriannuelle de l'énergie qui fixe pour notre pays des objectifs ambitieux à l'échéance 2050. Donc, c'est un projet qui pourrait se traduire par la construction d'un ou deux parcs éoliens en mer d'une puissance de 500 à 2000 MW à l'horizon 2030. Il est évident que ce projet doit prendre en compte un certain nombre de paramètres essentiels, parmi lesquels donc, les problématiques environnementales ainsi que les usages en vigueur dans cette zone, et en particulier la pêche professionnelle. Alors, le débat a démarré le 1er novembre. Il devait s'achever initialement le 31 janvier. Si ce n'est que l'État, donc à la lumière des premiers débats organisés par la Commission particulière de la République, donc a considéré qu'il serait souhaitable de proposer une zone d'études élargie début décembre pour prendre en compte un certain nombre de remarques qui avaient été faites. Donc, ce qui l'a conduit à proposer une zone qui est passée de 300 à près de 750 km². Et donc, compte tenu de cette modification assez substantielle, l'État a obtenu l'accord de la Commission nationale du débat public pour prolonger le débat jusqu'au 1er février, ou 31 janvier, je ne sais pas, non, 28 février, voilà, 28 février, pardon. Voilà, alors, à l'issue du débat public, et bien sûr, en fonction du rapport que rendra la Commission du débat public, il reviendra au gouvernement de prendre la décision de poursuivre ou non le projet. Cette décision est prévue pour l'été prochain. Si la décision est prise de réaliser le projet, eh bien, il y aura bien sûr ensuite, alors à l'échelle nationale, une phase, si vous voulez, de dialogue avec les candidats à la réalisation du projet, et ensuite une phase d'instruction réglementaire à l'échelon local, portée par les services de la préfecture et des directions, donc pour mettre en œuvre les procédures que vous connaissez d'autorisation environnementale notamment. Bon. Et voilà, et avec l'objectif de mettre en service ce parc, ce ou ces parcs, à l'horizon 2020. Voilà ce que je pouvais indiquer en guise de préambule. Et ce que je vous propose, enfin, je vais redonner la parole à M. le Président Rossière, puisque c'est lui qui conduit la réunion, pour
exposés peut-être un peu plus détaillés avant que vous puissiez donc prendre la parole. Bien sûr. Alors, nous avons maintenant une séquence d'une vingtaine de minutes et je vais donc ce sont des fragments d'exposés relativement courts, allant finalement à l'essentiel, et je vais donner peut-être la parole pour commencer aux représentants de la DGEC, Madame Durand, Monsieur Rouvière. Puis ensuite, nous verrons de façon un peu plus détaillée localement les grands traits du projet. Bonjour à tous et à toutes. Est-ce que vous m'entendez bien? Je pourrais peut-être fermer la porte si tu dois. Pour l'instant, ça ne marche pas. Allô, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Oui, on vous entend. Oui, tout à fait. On vous entend. Très bien. Merci beaucoup et toutes mes excuses pour les petits problèmes techniques au démarrage. Donc, Hermine Durand, je suis la chef du Bureau des énergies renouvelables, hydrauliques et marines de la DGEC. Merci au président de la CPDP et à monsieur le préfet pour l'organisation de cette réunion. Pour nous, c'est très important qu'on puisse faire ce point d'étape avec vous, élus. C'est un moment qui nous semble tout à fait approprié dans ce débat public pour pouvoir déjà vous représenter les caractéristiques du projet, vous présenter les évolutions récentes des éléments que nous avons versés au débat public et puis, bien entendu, pouvoir répondre à toutes vos questions sur ce projet. Donc, cette présentation sera à plusieurs voix avec donc à la fois donc une petite présentation du côté de la DGEC, mais également la présentation du projet plus détaillée par le directeur du projet, donc Pierre-Emmanuel Voss, et ensuite une intervention de RTE. Alors, on n'arrive pas à faire défiler les slides. Je ne sais pas si elles s'affichent correctement à l'écran. Là, on voit que la première slide, effectivement. D'accord. Alors, on va essayer de repartager. Hop. Comme ça. Voilà. Est-ce que vous voyez la seconde slide? Oui. Parfait. Merci beaucoup. Donc, comme je le disais, nous accordons une grande importance à ce dialogue avec les acteurs locaux et en particulier avec les élus. Une mobilisation de votre part qui a déjà été forte dans le cadre du débat public en cours et que nous allons donc avec la CPDP renforcer encore puisque en application de la loi énergie-climat de 2019, les collectivités territoriales littorales sont invitées par la commission particulière du débat public à formuler un avis sur le projet proposé au débat. Et donc, un courrier est en cours d'envoi pour pouvoir recueillir formellement l'avis des collectivités littorales de l'ensemble de la façade sur ce projet au large d'Oléron. Pour nous, cette réunion, c'était également l'occasion de rappeler pourquoi nous avons élargi la zone proposée au débat, initialement de 300 km², désormais de 743 km², sans toutefois changer les contours du projet. Là, nous avons uniquement modifié la zone sur laquelle les acteurs et le public sont invités à s'exprimer pour la recherche de la localisation d'un projet éolien en mer allant jusqu'à 1 gigawatt.
Donc tout d'abord, pourquoi l'éolien en mer? Un bref rappel avec ce petit graphique qui a vocation à rappeler deux choses. La première, c'est que l'objectif du gouvernement, c'est bien de baisser la consommation d'énergie des utilisateurs français, donc à l'horizon 2050, en matière de consommation d'énergie totale. Donc, que ce soit l'énergie fossile, l'électricité ou la chaleur et la biomasse, on a cet objectif de décroître notre consommation globale d'énergie. En revanche, la part de l'électricité dans cette consommation d'énergie est amenée à augmenter en raison de la baisse des énergies fossiles. Et donc, parmi cette augmentation de la consommation d'électricité, il y aura une part qui sera de plus en plus importante pour les énergies renouvelables. Et finalement, quelles que soient les décisions politiques qui sont prises sur le nucléaire, les énergies renouvelables sont amenées à augmenter dans le mix énergétique de façon proportionnelle, mais également dans l'absolu, avec une augmentation de la production d'électricité d'origine renouvelable qui est rendue nécessaire par l'augmentation de nos besoins en électricité à l'horizon 2050. À l'intérieur de ces énergies renouvelables, pourquoi l'éolien en mer? Eh bien, parce que c'est une importante source de production d'électricité grâce à des vents forts et réguliers en mer et grâce à des éoliennes qui sont grandes et puissantes, donc dont la puissance unitaire peut être bien supérieure à celle des éoliennes terrestres. Et donc, pour une capacité totale de parc, avoir finalement moins d'éoliennes pour une même production d'électricité. L'électricité éolienne en mer est également compétitive. Les coûts de production sont en baisse, en particulier sur la technologie de l'éolien en mer posé, qui est la technologie retenue pour ce parc au large d'Oléron, et avec des prix proches de ceux du marché. On a tous en tête l'appel d'offres au large de Dunkerque qui a permis des prix extrêmement bas, donc de 44 € du mégawattheure. L'éolien en mer est une filière compétitive dans le bouquet des énergies disponibles pour notre pays. C'est également une électricité décarbonée avec très peu de gaz à effet de serre qui sont émis tout au long de son cycle de vie, depuis la construction jusqu'au démantèlement. On ne peut pas dire que c'est absolument zéro carbone, mais par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est beaucoup moins en termes de bilan carbone que d'autres sources d'électricité, évidemment que les énergies fossiles, mais également que l'énergie photovoltaïque. Et enfin, c'est une technologie mature qui bénéficie d'un important retour d'expérience en Europe, en particulier dans la mer du Nord. Et à ce titre, donc les connaissances des impacts des éoliennes en mer sont déjà nombreuses, tout l'enjeu étant de pouvoir mettre en service nos parcs éoliens en mer français dans les meilleurs délais pour acquérir également un retour d'expérience complémentaire tenant compte des spécificités de nos côtes françaises. C'est pourquoi l'éolien en mer, c'est le véritable moteur de la transition énergétique en France et notre feuille de route, qui est la programmation pluriannuelle de l'énergie, fixe ses orientations de développement de l'éolien en mer avec un objectif qui est aujourd'hui de 6200 MW d'installations éoliennes en mer qui seront mises en service en 2028. Ceci grâce à un ensemble de projets. Donc, les projets qui ont été attribués dans les années 2012 et 2014, donc les deux premiers appels d'offres qui avaient été lancés par l'État. Donc, c'est les projets qui sont sur la côte normande et la côte Bretagne, ainsi qu'à Saint-Nazaire et Yonne-en-Moutier. Et puis, nous avons eu donc cet appel d'offres numéro 3 au large de Dunkerque dont je parlais. Actuellement, l'État travaille de façon très rapprochée sur différents projets, donc à la fois un projet au large de la Normandie à O4, un projet au large de la Bretagne, éolien flottant à O5, deux projets en Méditerranée donc qui seront l'appel d'offres numéro 6, et puis ce projet à Oléron à O7. Voilà, donc c'est l'ensemble des façades françaises sont concernées aujourd'hui par des projets en développement et à l'horizon 2050, dans la continuité de ce que je présentais sur l'évolution du besoin en électricité, qui va être une évolution croissante, eh bien, nous serons amenés à poursuivre le développement d'éolien en mer sur l'ensemble des façades, voilà, pour atteindre nos objectifs de transition énergétique. La programmation pluriannuelle de l'énergie a fixé un calendrier ambitieux d'attribution de ces parcs éoliens en mer, qu'ils soient posés ou flottants, en précisant des tarifs d'électricité cibles.
Donc, le calendrier que vous voyez donc, indique que le projet au large de la façade sud-atlantique doit avoir une capacité comprise entre 500 et 1000 MW, avec un tarif cible à 60 € par mégawattheure. Ce tarif cible correspond à un tarif sur la base que nous espérons obtenir au cours de l'appel d'offres et sur la base duquel sera fixé le prix plafond de l'appel d'offres, qui pourra être 10 à 20 € par mégawattheure au-dessus. Mais aujourd'hui, voilà, on ne sait pas encore à quel tarif les développeurs proposeront des offres. Donc, le projet Sud-Atlantique s'inscrit dans cet objectif d'un premier parc dont la procédure de mise en concurrence devrait être, en théorie, attribuée en 2021 ou 2022. Mais nous nous inscrivons également dans la perspective de la deuxième période de la PPE, donc au-delà de 2024, avec un éventuel deuxième parc au large d'Oléron, qui pourrait s'inscrire donc dans ces procédures de mise en concurrence prévues à partir de 2024. C'est hypothétique, puisqu'aujourd'hui, au-delà de 2024, on dit simplement dans la PPE qu'il faut attribuer 1000 MW par an, mais la PPE indique que ces 1000 MW par an pourront être préférentiellement situés auprès des parcs qui auront déjà été attribués, donc des seconds parcs à proximité des premiers. Voilà, et je passe donc la parole à Pierre-Emmanuel Voss pour vous représenter ce projet au débat. Je prends la parole, Jacques Ruda. Donc pour reprendre le fil de la présentation, trois questions sont posées au public dans le cadre de ce projet. Donc la première question, le diapo suivant s'il vous plaît, est-il opportun de développer un projet éolien en mer sur le secteur sud-atlantique, qui nous intéresse, donc le large de Lyon? La deuxième question qui est posée, c'est où installer un premier parc d'une puissance de 500 à 1000 MW qui pourrait entrer en production à l'horizon 2030. Et puis la troisième question posée, effectivement, c'est est-il envisageable de développer à partir de 2024 un parc supplémentaire d'une puissance de 1000 MW maximum, avec éventuellement une délocalisation. Voilà les trois questions qui sont soumises au débat public en ce moment. Diapo suivante, sur le secteur qui est imaginé, qui est envisagé pour travailler sur ce projet. Donc, ça a été dit, un secteur initial de 300 km² qui est représenté sur la carte par le grand rectangle entouré en bleu clair au centre de la carte. Donc, ce secteur de débat a été étendu à une superficie de 743 km² qui est représentée sur la carte par des hachures bleues marines de droite vers la gauche. Ce secteur, donc, effectivement, est un secteur sensible, on le connaît, en termes paysagers, en termes de biodiversité marine et également liés aux oiseaux. Et puis, avec de nombreux usages, donc la pêche, des secteurs de protection, donc on a un secteur très sensible en termes environnementaux. Les caractéristiques du projet sont inchangées, donc une puissance potentielle de 500 à 1000 MW pour un premier pas. Voilà les caractéristiques et le secteur sur lequel on se base pour le débat public. Ce secteur est également complété par des zones de raccordement, puisqu'il va falloir raccorder ce parc au réseau terrestre pour acheminer l'électricité. Donc, 2 fuseaux d'études sont identifiés. Un fuseau représenté en marron au sud, vers le secteur Royan, et puis un fuseau au nord, vers La Rochelle. Mais RTE, tout à l'heure, présentera un peu mieux ces caractéristiques du réseau et des études de raccordement. Alors, qui conduit le projet? Comment s'organisent les acteurs? Donc, plusieurs intervenants dans l'élaboration du projet. Dans la phase actuelle du débat public, le projet est porté par le gouvernement, donc par les services de l'État qui portent le projet très en amont, qui soumettent le projet au débat public. RTE, également dans le même phasage du débat public, porte le projet de raccordement sous l'égide, débat public sous l'égide de la CNDP, représentée par la commission particulière du débat public.
Et puis, au-delà du débat public, l'État attribuera à un développeur, un industriel éolien, la conception, la construction et l'exploitation du parc à l'issue d'un appel d'offres. RTE, en revanche, aura toujours en charge le raccordement, la construction du raccordement et l'exploitation du raccordement. La CNDP organisera un continuum de la concertation au-delà du débat public en cours. La conduite du projet, elle est assurée sous l'égide du préfet de Charente-Maritime pour le compte de l'État, avec différentes instances. Une première instance qui est liée au Conseil maritime de façade sud-atlantique, avec une commission spécialisée éolien en mer qui rassemble l'ensemble des acteurs concernés par le domaine maritime, usagers, protection de l'environnement, élus, donc plusieurs types d'acteurs. Et puis, nous avons installé auprès de cette commission spécialisée un conseil scientifique chargé de nous conseiller, le maître d'ouvrage, sur les études environnementales, sur les suivis environnementaux à mettre en place. Donc, ce conseil scientifique, composé des scientifiques spécialistes du domaine marin, nous accompagnera tout au long du projet. Et puis, l'État est organisé en équipe projet avec, comme ici présent, les différents services de l'État à l'échelle nationale et à l'échelle régionale et départementale, en lien étroit avec RTE. Une idée des différentes phases de ce projet, de cette étude. Donc, on est actuellement, donc, je l'ai dit, dans une zone d'étude en mer de 743 km², sur laquelle le débat public porte. Donc, la CPDP produira donc, au mois d'avril, à l'issue du débat public, un bilan de ce débat, qui conduira le gouvernement à l'été 2022 à décider de poursuivre ou pas le projet, et si poursuite il y a, de déterminer une zone préférentielle pour poser un premier parc éolien de 500 à 1000 MW. Diapo suivante. Cette phase actuelle 2021-2022 a donné lieu également à des premières études, notamment des études dans le domaine de l'environnement et de bibliographie, des études sur l'activité de pêche, et puis des photomontages pour imaginer, pour se rendre compte de ce que pourrait être un parc au large de l'Hérault, ainsi que différentes études géotechniques, donc vent, état de la mer, houle. Donc ce travail, ces études ont déjà démarré, elles ont déjà été produites, elles sont versées au débat public. Et à l'issue, effectivement, du débat public et de la décision ministérielle, sur la zone préférentielle pour installer un premier parc, diapo suivant, nous aurons à conduire des études complémentaires sur la zone plus précise qui aura été déterminée. Nous aurons également à conduire la production de l'état initial de l'environnement avec l'État et RTE pour engager les phases d'études et de procédures de mise en concurrence. Donc ça, c'est un travail qui sera alimenté tout au long de la démarche. Diapo suivante. Ce qui donnera lieu donc en 2023, théoriquement, si le projet se poursuit, à la désignation d'un lauréat, d'un industriel, en charge de la construction du projet. Donc, on va passer là, à partir de ce moment-là, dans une phase de zone dite de projet, donc beaucoup plus réduite, plus précise, qui elle-même donnera lieu à un certain nombre d'études, donc la diapo suivante, études d'impact, qui sera à la charge du porteur de projet, et puis ensuite la phase de construction. Donc, vous voyez que cette étude d'impact, on rentre dans un processus mieux connu, je dirais, par les élus et par les services de l'État, qui est l'instruction d'une étude d'impact et l'instruction de différentes autorisations environnementales, préfectorales, pour conduire à l'autorisation, puis à la construction du projet avant sa mise en service, qui est imaginée en 2030. Voilà à peu près les grandes phases du travail. Donc, on est vraiment au tout début de l'histoire. Pour vous donner une idée, diapo suivante, de la localisation de ce que c'est une simulation d'un parc éolien en mer posé, une puissance de 1000 MW. Vous voyez, c'est un secteur qui occupe à peu près 120 km², avec une distance minimale entre les éoliennes, 20 km, sachant que toutes les combinaisons sont possibles à partir de cette possibilité de parc de 1000 MW pour préserver les couloirs de pêche et l'aménagement du parc lui-même. Mais là, ça donne une idée
la volumétrie, je dirais, d'un parc de cette puissance-là en mer. Pour terminer, les diapos suivantes, le projet donc, serait situé entre 9 et 36 km des côtes d'Oléron. C'est une hypothèse, un parc de 10 MW. Donc voilà à peu près ce que ça pourrait donner comme distance à la côte si on se situe dans l'enveloppe aujourd'hui soumise au débat public. Voilà, je laisse la parole à RTE qui va vous présenter les caractéristiques du raccordement. Alors simplement pour rappeler peut-être la diapo suivante qui est RTE. Donc RTE est une entreprise de service public qui a pour mission d'exploiter, d'entretenir et de construire le réseau de transport d'électricité. L'État nous a confié la mission de raccorder les énergies marines renouvelables au réseau électrique. C'est la raison de la cométrie d'ouvrage par RTE pour le présent projet. Compte tenu des puissances qui sont envisagées pour le parc, le raccordement au réseau de transport d'électricité, il devra se faire sur le réseau très haute tension, donc ça veut dire le réseau 225 000 ou 400 000 volts. Comme on peut le voir sur la carte, ce réseau il est à terre, donc il va falloir venir construire un raccordement depuis le parc jusqu'aux ouvrages existants. RTE sera responsable de l'ensemble des ouvrages du raccordement, donc le poste électrique en mer, les liaisons en mer à terre et les postes électriques à terre. L'ensemble de ces ouvrages de raccordement est financé par le TUR, donc c'est le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité, c'est une part de la facture d'électricité de chacun des consommateurs français. Alors, ce qui est important de savoir sur ce réseau existant, c'est que c'est un réseau qui est déjà en contrainte, préalablement à la construction du parc éolien ou à son raccordement éventuel, par un accroissement des flux nord-sud. Et donc, il y a un renforcement de ce réseau qui sera à prévoir et qui sera à dimensionner, évidemment, en fonction de la puissance qui sera à raccorder. Alors, l'emprise de ce raccordement, si on passe sur la diapo suivante, l'emprise du raccordement, elle est définie par étapes, elle est précisée dans le temps. Donc aujourd'hui, comme ça vous a été présenté pour le débat public, il y a 2 corridors de raccordement assez larges qui sont proposés. L'objectif de sortie du débat public est d'avoir un choix sur un de ces 2 corridors. Ensuite, il y a une procédure donc, qui est faite sous l'égide du préfet de concertation fontaine, donc de concertation avec l'ensemble des acteurs du territoire. On va travailler ensemble à définir un fuseau de moindre impact. Donc, c'est une bande dans laquelle on va venir insérer des ouvrages, une bande de quelques dizaines, quelques centaines de mètres. Sur cette base-là, on pourra conduire l'ensemble des études et des demandes d'autorisation qui sont nécessaires pour le raccordement et enfin donc, procéder à la construction des ouvrages électriques. Ce qui est important aussi d'avoir en tête, c'est qu'une fois mis en service, il y a un certain nombre d'ouvrages qui ne se verront pas, notamment toutes les liaisons, puisqu'elles sont construites en souterrain, que ce soit en mer ou à terre. Au niveau de la consistance du raccordement, c'est la diapo suivante, aujourd'hui on ne connaît pas cette consistance technique puisqu'elle va dépendre de 2 choses. Premièrement, évidemment, la puissance du parc éolien en mer, des parcs, s'il y en a 2 qui sont décidés, et puis la distance du parc, donc la longueur de raccordement à construire. Si on veut schématiser un petit peu, si on a une puissance de raccordement de l'ordre de 500 MW qui n'est pas très éloigné, donc on va dire jusqu'à une centaine, un peu plus, 130 km, on pourra envisager un raccordement sur le réseau 225 000 volts en courant alternatif. Si par contre on a un volume supérieur, par exemple 2 gigawatts, avec quelque chose qui est très loin, on envisagera plutôt une solution de type courant continu. Et puis entre les deux, le champ des possibles, tout est possible. Enfin, il faut étudier en fonction des caractéristiques pour définir la meilleure solution globale. On vous présentera après, les ouvrages ne sont pas tout à fait les mêmes en fonction de la solution qui est retenue. Enfin, ce qu'on peut dire en dernier point, point général sur le raccordement, sur le slide suivant, c'est que plus on anticipe la planification et donc l'arrivée des productions éoliennes sur le réseau, plus on va être en capacité de mutualiser les infrastructures de raccordement. Donc, c'est ce qui est illustré ici. En anticipant, on peut prévoir un raccordement qui serait en capacité d'accueillir plusieurs parcs. Donc, par exemple, ici, les 2 parcs qui sont soumis en débat public. L'intérêt, c'est d'avoir une optimisation des coûts et une réduction de l'impact puisqu'on minimise au maximum les infrastructures nécessaires au raccordement.
Passons à la zone d'étude pour ce projet. Donc, on a une zone d'étude composée de 2 variantes qui visent toutes deux à partir de la zone mise en débat pour le parc en mer pour aller rejoindre le réseau public de transport d'électricité haute tension, donc soit par le nord de l'île d'Oléron, soit par son sud. Et dans les 2 cas, on va chercher en terre le réseau 400 000 volts dont il était question, ou bien 225 000 volts pour la variante nord dans le secteur de La Rochelle. À ce stade, bien sûr, on est en phase très macro dans ce débat public, donc la zone d'étude est encore large. Ceci pour permettre précisément de répondre aux différents scénarios pour le parc en mer mis en débat par l'État, mais également de pouvoir débattre, de pouvoir jouer sur différents enjeux qui pourraient être présents en mer, au littoral ou sur les territoires terrestres, notamment en termes d'évitement dès la phase de débat public. Au slide suivant, vous voyez les communes à peu près qui sont comprises dans chacune des variantes, donc la variante nord ou la variante sud. Elle a été, cette zone d'étude, élaborée pour la saisine de la Commission nationale du débat public et pour le dossier du maître d'ouvrage, de façon à pouvoir faciliter la consultation des collectivités locales et des intercommunalités le cas échéant, puisqu'elle est délimitée via les filages communaux. Au total, ces 2 variantes représentent 139 communes, 8 intercommunalités et 2 départements, puisque pour un morceau de la variante nord, nous allons chercher un poste électrique 400 000 volts dans les Deux-Sèvres. S'agissant des ouvrages de raccordement, pour tous les projets, ils sont constitués de la même façon. On collecte l'électricité produite par le parc éolien en mer via un poste électrique en mer qui élève la tension pour pouvoir l'exporter vers le continent via des câbles haute tension qui sont donc ensouillés, c'est-à-dire enfouis sous le fond de la mer pour aller chercher au littoral une jonction à l'atterrage où il est connecté, ces câbles sous-marins sont connectés à des câbles électriques souterrains jusqu'au poste de raccordement final à construire au plus près du réseau existant. Donc, pour pouvoir proposer des raccordements pour ce projet comme pour tout projet, il nous faut connaître la puissance cible à raccorder, donc s'agissant des parcs éoliens en mer, et donc ça a été dit, la distance à parcourir entre la zone de production et le réseau de transport terrestre, c'est-à-dire les 2 questions. Il faut connaître la réponse aux 2 questions posées par l'État dans le cadre de ce débat. Vous avez ici quelques visuels de ce que peuvent être ces fameux ouvrages de raccordement. Donc, sur la partie gauche, vous voyez un poste électrique en mer en fonction de la puissance et de la technologie. Tout en haut à gauche, c'est un poste pour 500 à 600 MW, par exemple, en courant alternatif. En bas à gauche, ce serait une station de conversion, donc un poste électrique pour du courant continu. Dans les 2 cas, on aura des câbles qu'on enfouira sous le fond marin de façon privilégiée, comme c'est illustré sur ce slide. Et à droite, vous voyez la différence entre des câbles électriques en courant alternatif, des câbles tripolaires, qui font la taille d'un ballon de football à peu près, et des câbles en courant continu qui sont plus compacts, juste en dessous. Dans les 2 cas, ces câbles en mer seront espacés pour se rejoindre au littoral à la jonction d'atterrage. Le poste électrique en mer, depuis qu'il est dans le périmètre de RTE, ça remonte uniquement à 2018, ça permet d'envisager l'optimisation du raccordement, de mutualiser donc le raccordement pour un ou plusieurs projets de parcs éoliens en mer, mais ça permet aussi finalement de proposer aux parties prenantes, au territoire, d'y trouver d'autres valeurs ajoutées pouvant répondre à des objectifs de politique publique ou des besoins d'acquisition de connaissances en mer, qu'il s'agisse de monitoring environnemental par exemple, ou bien de pouvoir développer des sites d'essai en mer, si tant est que, évidemment, le besoin en soit exprimé. Et on peut aussi imaginer de valoriser de nouvelles ressources marines, par exemple de l'algoculture ou de l'aquaculture ou que sais-je. Voilà, charge aux parties prenantes de mettre sur la table dès la phase de débat public un besoin, une opportunité, pour que RTE puisse étudier avec les parties prenantes dès la phase de dialogue concurrentiel des accords débat public, si bien sûr le projet est lancé par l'État.
Ici, vous aurez une vision des travaux de raccordement qui sont désormais achevés pour le parc au large de Saint-Nazaire, sur le banc de Queyran, donc un parc première génération, 500 MW en courant alternatif. Ici, l'atterrage s'est fait sur une plage, la plage de la Courance, et vous voyez ici les photos avant et après travaux. On a creusé et après travaux, a rendu le site à son état initial et à ses usagers. Slide suivant, vous voyez une autre alternative, une autre possibilité d'atterrage, donc toujours le câble sous-marin qui va chercher le câble terrestre avant d'aller chercher le réseau RTE existant. Ici, ça s'est fait dans un port de Fécamp pour le projet aussi première génération, 500 MW pour alternatif sur la façade normande cette fois. Ici, vous aurez quelques visuels de ce qu'est une liaison électrique, donc des câbles haute tension de raccordement. Donc on enfouit sous le sol, qu'il s'agisse de champs, ou bien de prairies, ou bien de réseaux routiers de délaissés. On va au maximum chercher les sols artificialisés. Et donc, vous voyez ce que ça peut donner avant et après travaux. Après travaux, si on passe en plein champ, la parcelle peut tout à fait être cultivée quelques semaines après. Les derniers visuels, donc les postes électriques de raccordement en fonction des scénarios, de la puissance et de la localisation. Vous avez ici une représentation d'un poste 225 000 volts pour un scénario de raccordement d'un parc de 500 MW par exemple, ou bien un poste 400 000 volts tel que celui de Granzay présent sur la variante nord de la zone d'étude. Pour finir, les attentes de RTE dans le cadre de ce débat, c'est évidemment recueillir l'expression des publics sur les scénarios de raccordement liés évidemment aux questions relatives au parc et les enjeux aussi de la zone d'étude. Par exemple, quelles sont les connaissances, quels sont les enjeux à particulièrement prendre en compte et par exemple aussi, quel évitement RTE pourrait être invité à étudier particulièrement pour la suite du projet. La suite, si le projet est évidemment lancé par l'État, nous partirons à nouveau en concertation sur la base d'un corridor de raccordement que nous aurons proposé à l'État dans le cadre de sa décision pour aboutir à un fuseau de moindre impact où on pourra travailler certains enjeux, notamment avec les élus et les parties prenantes, pour avancer sur les projets de raccordement. Donc, en résumé, l'attente de RTE dans ce débat serait d'abord, en sortie de débat, de pouvoir choisir entre la variante nord ou la variante sud, et entre une technologie de raccordement ou une autre. Mais pour ça, on a besoin de l'expression des publics et au premier chef d'entre eux, des élus. Vous avez ici, mais vous trouverez toutes les dates sur le site de la CPDP, les prochaines séquences dédiées au raccordement. Donc des ateliers variante nord, variante sud, dédiés aux enjeux des territoires, qui nous permettront d'avancer justement pour répondre aux questions que je viens de mentionner. Un atelier de raccordement le 8 février prochain qui fera la synthèse de tout ça et qui approfondira les scénarios de raccordement en lien avec les scénarios pour le parc. Et des sessions participatives aussi en ligne pour se familiariser avec les scénarios de raccordement d'une façon un peu plus ludique, peut-être que des ateliers de travail plus simples. Je vous remercie. Bien, merci à toutes et tous pour finalement ce parcours à grande vitesse sur toutes les dimensions du projet, de la politique publique de l'énergie jusqu'à son irruption régionale et même, comme on vient de voir ici, à son irruption locale dans les territoires. Alors maintenant, je vous propose qu'on puisse profiter d'une séquence d'échange. Vous avez donc, vous qui êtes en ligne, vous avez finalement devant vous toutes les personnes qui peuvent répondre aux questions que vous avez à poser, qui peuvent enregistrer vos remarques. Et bien entendu, la commission le fait de même. Alors, je vous rappelle que tout cela est enregistré et que ce sera porté sur le site du débat public, transcrit comme toutes les autres réunions publiques. Alors, à ce stade, si vous voulez vous manifester pour poser une question, je pense que vous avez un bouton qui s'appelle « Réaction » en bas à droite de votre écran, qui vous permet de vous manifester. Et puis, n'oubliez pas de dire qui vous êtes et à qui, éventuellement, votre question, votre remarque, voire votre interpellation s'adresse, évidemment. Voilà, donc, à ce stade, nous attendons vos remarques ou vos questions.
Michael Vallée, oui. Je vous en prie, monsieur. Oui, oui, bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas si vous me recevez bien. Très bien. Alors, j'ai 3 questions qui sont en fait les mêmes que celles que j'avais pu poser lors d'une réunion que nous avons eue à la préfecture il y a plusieurs mois et à l'occasion d'un échange en visio à ma demande et que RTE, comme le porteur de projet, avait bien voulu répondre à cette demande. Je les en remercie. Donc, vous n'avez pas évoqué, sauf à ce que je n'y ai pas prêté attention, dans les zonages possibles, l'aspect Natura 2000. Donc, ma première question, c'est qu'est-ce que le porteur de projet peut dire sur cet aspect-là? Est-ce qu'il y a des implications réglementaires importantes de votre point de vue? La deuxième question, qui bien évidemment est accessoire, mais porte quand même sur les aspects fiscaux. Serait-il possible d'avoir une somme un peu précise et de savoir vers qui, en fonction des projets, seraient fléchées les recettes? Et troisième point, quels sont les organismes qui, en dehors de la DREAL ou de RTE, enfin évidemment et de l'administration centrale du ministère, ont été ou sont impliqués dans la préparation du débat et dans le montage du projet? Et comme je vous ai fait les 3 questions en même temps, je pense que je n'en aurai pas d'autres. Oui, alors ce que je propose, Monsieur le Président, c'est que Jacques Rigard réponde à la question de Monsieur le Sénateur concernant Natura 2000. Pierre-Emmanuel Boss répondra aux 2 autres questions. Jacques? Oui, alors effectivement, on est dans un secteur avec des enjeux environnementaux qui sont très marqués, je l'ai dit. La commission particulière du débat public a organisé en début janvier un atelier spécifique sur les enjeux environnementaux qui sera suivi par d'autres ateliers consacrés aux enjeux environnementaux, dans lequel nous avons pu présenter l'ensemble des zonages environnementaux, des enjeux environnementaux du secteur qui est assez large. Et effectivement, sur ce secteur, il a été décidé par l'État d'installer, de mettre en place des sites Natura 2000 en réponse aux 2 directives européennes, Habitat et Oiseaux, au regard des enjeux liés à la protection de plusieurs espèces, de plusieurs habitats d'espèces qui fréquentent ce secteur. Donc on a effectivement à la fois des sites de Natura 2000 qui ont été désignés sur le littoral ou sur l'interface terre-mer au titre de l'habitat naturel et d'espèces. Et on a un grand site Natura 2000, une zone de protection spéciale désignée au titre de directive oiseaux pour un cortège d'espèces de l'avifaune qui fréquentent ce secteur, à la fois pour des questions de nourrissage, de reproduction ou de migration. Donc on a effectivement identifié ces éléments-là. Cette richesse environnementale, elle a été consacrée par la création d'un parc naturel marin. L'Office français pour la biodiversité, qui gère le parc naturel marin, est également l'opérateur des sites Natura 2000, donc est en charge de la gestion des sites Natura 2000 et de la protection des enjeux qui sont attachés à ces sites Natura 2000. Donc le projet, effectivement, en question, est localisé, du moins la zone d'étude, la zone actuellement soumise au débat public, est localisée à la fois dans le parc marin, mais également dans les sites Natura 2000. Nous partons du principe que les sites Natura 2000 ne sont pas des sites, ne sont pas des réserves naturelles sur lesquelles la réglementation est extrêmement contraignante, mais nous oblige à prendre en compte les enjeux pour lesquels les sites ont été désignés, donc avec une responsabilité de l'État vis-à-vis de la Commission européenne pour la protection des enjeux. Et donc, nous oblige effectivement à un certain nombre d'études préalables permettant de vérifier si le projet, si les incidences du projet prennent en compte et ne dégradent pas l'état de conservation des espèces et des habitats. Donc, effectivement, c'est un point très sensible pour ce projet,
pour lequel les études préalables qui sont actuellement conduites, bibliographiques, mais qui seront complétées par des études beaucoup plus précises sur zone, si nécessaire, prennent en compte tous les enjeux identifiés dans les sites Natura 2000 pour lesquels l'État français a une responsabilité. Merci Jacques. Monsieur le sénateur, sur l'aspect Natura 2000, est-ce que vous avez besoin de compléments? À ce stade, je comprends que vous considérez que c'est compatible. À ce stade, nous considérons que réglementairement, c'est compatible. On peut étudier un projet dans le cadre d'un projet d'un site Natura 2000. L'objectif, ce sera effectivement de vérifier que les caractéristiques du projet, l'implantation du projet, les mesures de réduction qui seront mises en place en phase travaux et puis en phase d'exploitation, voire les mesures de compensation qui pourront être imaginées sur le secteur marin, ce qui est plus difficile que sur le secteur terrestre, il faut le dire, permettront de réduire les impacts et de les rendre compatibles, de rendre le projet compatible avec les enjeux de protection. Donc c'est le parti pris, je dirais, de tous les projets qui s'installent en zone sensible. Et donc c'est la méthode de travail qui a été retenue, de respecter la séquence d'évitement, de réduction, voire de compensation des impacts au sein des sites sensibles. Merci. Pierre-Emmanuel Boss pour les aspects fiscaux. Oui, merci, monsieur le préfet. Je vais faire une réponse en deux temps, parce que la fiscalité est plutôt liée soit au domaine marin, soit au domaine terrestre, et donc je laisserai compléter mes collègues de la DGEC et de RTE, surtout sur la partie terrestre. Alors sur la partie marine, donc on a une taxe qui s'exerce sur les éoliennes maritimes, déjà sur le domaine public maritime, hein, donc dans les 12 000, c'est-à-dire jusqu'à environ 22 km des côtes, avec un tarif annuel fixé pour chaque mégawatt installé, et avec une évolution annuelle. Donc, en 2021, ce tarif annuel de taxe était fixé à 18 605 € par mégawatt installé. Donc, si on prend l'exemple d'un parc de 1000 mégawatts, ça veut dire qu'il y a une taxe à acquitter par exploitant de 18,6 millions d'euros par an en 2021. Elle est répartie, cette taxe, à 50% pour les communautés littorales qui sont impactées directement par le projet d'un point de vue visuel, et puis à 35% aux différents comités des pêches, 10% à l'Office français de la biodiversité et 5% à la SNSM. Donc, au-delà du domaine public maritime, on s'attaque donc à la zone économique exclusive qui va jusqu'aux 200 370 km de distance des côtes. Et là, par le biais de la loi de finances 2022 et son article 101, la taxe éolienne a été étendue donc à ces zones et ça rentre donc en ligne de compte pour tous les parcs qui seront créés à compter du 1er janvier 2022. Peut-être que mes collègues de la DGEC pourront compléter. Pour l'instant, de ce que je sache moi, le produit de cette taxe qui est collecté par l'État sera reversé à des actions relatives à l'amélioration de la connaissance et la protection de l'environnement marin, à l'exploitation durable des ressources halieutiques et au développement des activités maritimes. Donc ça, c'est pour les parties marines. Et il y a également sur la partie marine une redevance d'occupation du domaine public maritime. Je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail de son calcul, merci. Mais en tout cas, sachez qu'elle existe à titre illustratif pour des parcs qui sont en cours de construction à Courseulles-sur-Mer ou à Fécamp. On se situe entre 2 millions à 2,5 millions d'euros par an à verser par l'opérateur. Et puis donc, on a également des retombées fiscales qui sont liées aux ouvrages de raccordement de partie terrestre. Donc, je passe la parole à mes collègues d'RTE. Oui, donc les ouvrages de raccordement donnent lieu à la fiscalité locale, essentiellement s'agissant des postes électriques. Donc, en fonction des scénarios, on peut en avoir soit à proximité du littoral si on est dans les scénarios courants alternatifs, parce qu'on a des non-raccordements. Donc, on va prévoir un poste intermédiaire situé derrière donc, le littoral. Ce poste de compensation donne lieu à taxe foncière et à contribution économique territoriale, de l'ordre de quelques dizaines de kilos euros par an respectivement, donc pour les collectivités concernées, communes, départements, voire régions. S'agissant des postes avec transformateurs, donc les postes de raccordement, donc on serait plus loin dans les terres, la
fiscalité associée et la taxe IFER, que vous connaissez probablement déjà pour certains d'entre vous, qui peut représenter également de l'ordre de quelques dizaines de kilo-euros par an à quelques centaines de kilo-euros par an en fonction de la puissance du parc à raccorder. Là, on est sur les très gros volumes. Voilà pour vous donner quelques éléments. Et comme pour l'État, on a aussi des redevances liées évidemment au passage à l'occupation des domaines publics, soit de l'État, soit parfois aussi des ports. Merci. Est-ce que Madame Durand, vous souhaitez compléter sur l'aspect fiscal? Oui, non, les explications ont été très complètes. Donc, à moins qu'il y ait des questions spécifiques, pas besoin. Merci. Merci. Alors, Jacques, pour répondre à la troisième question, monsieur le sénateur. Oui, donc, quelles sont les structures impliquées dans le projet? Donc, pour les services de l'État, ça a été cité. Hein, nous avons les deux ministères, le ministère de la Transition écologique et le ministère de la Mer, qui ont en charge le projet à l'échelle nationale. À l'échelle locale, donc, on l'a dit, la DIRM, la DDTM, la DREAL, le principal service de l'État sous l'égide du préfet du département. Et puis, nous avons également un certain nombre d'établissements publics qui sont associés à ce projet. Donc, alors, évidemment, je n'ai pas cité RTE dans le. Mais RTE et l'entreprise publique ont impliqué co-maîtrise d'ouvrage, hein, on l'a dit. Et dans les partenaires, je dirais, associés au projet, nous avons l'Office français pour la biodiversité en conseil, en appui conseil. l'IFREMER également intervient sur le domaine des études. Et puis, j'ai cité également le conseil scientifique attaché au Conseil maritime de façade et à la commission spécialisée en mer, qui effectivement regroupe une vingtaine de scientifiques spécialistes dans les différents compartiments écologiques et environnementaux du domaine terre-mer sur le secteur. Après, aujourd'hui, à ce jour, les principaux partenaires, j'en dis peut-être. Pardon. Alors, je n'ai pas cité la politique maritime. Le préfet du département a mission. Non, mais écoutez, la DIRM, en fait, sous l'autorité fonctionnelle des deux préfets, le préfet de région Nouvelle-Aquitaine, le préfet de la Gironde et le préfet maritime de Brest. Voilà. Très bien. Avant de vous donner la parole, Monsieur Laurent, je voudrais, bon, il est 7h moins 5, je pense que si on arrive à consacrer encore un quart d'heure tout au plus à ces échanges, sans vous frustrer évidemment, nous aurons ensuite besoin d'une petite séquence, nous, commission du débat public, pour quelques précisions et puis pour vous présenter ce que nous avons décidé d'appeler des scénarios de solutions envisageables. En avant-première ce soir, puisque ce travail a été co-construit par des participants volontaires qui se sont réunis à La Rochelle vendredi dernier. Donc en avant-première, et puis ces travaux seront ensuite mis sur le site dès demain. Alors, pour pouvoir conserver ce moment en fin de réunion, il faudrait que nous puissions encore échanger pendant un quart d'heure. Monsieur Laurent? Oui, bonsoir messieurs, dames. Juste, Mickaël a posé une question concernant les taxes, ça faisait partie de ma question. Mais deux autres précisions. J'ai compris que c'était le plus gros projet atlantique, enfin le plus gros projet en mer par rapport aux autres qui sont à l'étude ou qui sont en train de se mettre en place. Alors, moi, ma question, c'est est-ce qu'il est vraiment judicieux de faire un projet de 2000 MW à terme, puisque l'objectif c'est 500 000 et peut-être 2000 à terme? Ça, c'est la première question, vu l'attractivité des côtes et du tourisme dans cet endroit-là. Ma deuxième question, c'est la distance du poste électrique en mer, parce que j'ai compris que les premiers pylônes seraient à 9 km. À quelle distance a le poste électrique? Et puis, une question subsidiaire, mais c'est peut-être pas ce soir qu'on en parlera, mais les pêcheurs sont associés ce soir ou ils sont associés au débat public? Parce que, bon, je crois que ça fait partie des éléments importants qui génèrent une économie sur cette côte et dont il faut tenir compte et essayer de leur faciliter la tâche. Voilà, merci. Bien. Alors, Monsieur le Président, je propose que Madame Durand réponde à la première question de Monsieur le Sénateur sur l'ampleur du projet. Madame Durand?
Oui, merci, monsieur le sénateur, pour votre question. Effectivement, la fourchette de puissance aujourd'hui, donc pour le premier parc, elle est de entre 500 et 1000 mégawatts. Et pour le second parc, aujourd'hui, la PPE nous dit qu'il va falloir un jour, au-delà de 2024, qu'on attribue des parcs à un rythme de 1000 mégawatts par an. Et c'est pour cela que nous avons présenté ce chiffre dans le dossier, avec donc la somme que vous avez faite, effectivement, qui est une capacité maximale totale qui pourrait aller jusqu'à 2000 mégawatts. En revanche, ce qui est important dans ce débat, c'est quand même de rappeler que la puissance, c'est l'une des grandes questions que l'on pose au public ainsi qu'aux élus et à l'ensemble des parties prenantes de ce projet. Donc, aujourd'hui, nous n'avons pas décidé si ce serait 500 ou 1000 et nous n'avons pas décidé si, pour le second parc, ce serait 1000 ou une autre puissance. C'est tout l'enjeu de ce débat. Et il nous semble, par contre, important simplement de ne pas... d'être transparent sur le futur développement de l'éolien en mer. Comme je le disais en introduction, nos besoins d'électricité vont augmenter et c'est pour ça que c'est vrai qu'on s'achemine vers des tailles de parcs qui vont être de plus en plus grandes, justement pour pouvoir éponger ce besoin. Et cela n'est pas que le cas au large de la façade sud-atlantique. On a aussi des projets, notamment en Normandie, de grande taille. Notre projet au large de Barfleur, aujourd'hui, c'est un projet qui pourrait aller jusqu'à 2,5 gigawatts d'éoliennes en mer installées à 40 km des côtes. Mais bien entendu, chaque projet est spécifique. Et encore une fois, la puissance au large d'Oléron n'est pas encore déterminée. Merci. Alors, pour répondre à la deuxième question, je me tourne vers RTE. Oui, monsieur le sénateur, la distance du poste en mer par rapport, j'imagine, au littoral est strictement liée à la distance à la côte du parc de production et donc des éoliennes. Généralement, on place le poste électrique en mer derrière la première rangée d'éoliennes la plus proche de la côte. Voilà, en général, le positionnement qui peut être retenu tout simplement pour prévoir le moins possible de câbles de raccordement export qui est relativement coûteux, donc on cherche à réduire évidemment les coûts et les impacts. Si on a deux parcs avec raccordement mutualisé, le poste de raccordement mutualisé en mer devra naturellement être entre les deux parcs concernés. Ça dépend, voilà, des hypothèses de localisation de l'éventuel second parc mis en débat. Merci. Alors, pour répondre à la question concernant l'association des pêcheurs, je vais demander à Pierre-Emmanuel Gosse et à Jean-Philippe Quitton de vous répondre. Oui, merci, monsieur le préfet. J'ai une réponse effectivement en deux temps. Alors, on est bien constant, monsieur le sénateur, que les pêcheurs sont les acteurs historiques du milieu marin et que pour que ce projet se fasse, il va falloir le co-construire, comme ils commencent à le dire eux-mêmes, très étroitement avec eux. La commission particulière du débat public pourra continuer à élaborer sur ce que je dis, mais en tout cas, nous avons prévu plusieurs réunions thématiques avec les pêcheurs. Enfin, la CPDP a prévu plusieurs réunions thématiques avec les pêcheurs dans le cadre du débat, au nombre de 3. On en a eu une première le 30 novembre dernier, on a la seconde lundi prochain et on en aura très certainement une troisième avant la fin du débat, en espérant pouvoir attaquer avec eux la question de la localisation du parc en particulier. Et après le débat et dans cette idée de co-construire le projet avec eux, si le projet perdure, bien sûr, il sera sans doute indispensable de créer un groupe de travail avec les pêcheurs pour avancer sur le sujet. Et bon, je pense que peut-être que M. Couteau peut compléter là-dessus, mais je pense qu'on est parti pour ça, en tout cas, évidemment. Oui, tout à fait. Alors, ça sera dans les suites du débat public. On s'inscrit encore là-dedans. On attend de voir les résultats pour voir la meilleure manière de rebondir là-dessus. Par ailleurs, au-delà des réunions spécifiques qui sont faites, les pêcheurs viennent régulièrement à des réunions géographiques pour s'exprimer. Donc, ils n'ont pas que ces réunions thématiques pour pouvoir parler. Et par ailleurs, ils sont également membres des instances de consultation et de discussion au niveau de la façade. Donc, c'est encore un autre endroit où il est possible de s'exprimer. Voilà, donc c'est évidemment c'est un enjeu fort de comprendre la pêche et de l'entendre. C'est également un enjeu fort qu'ils expriment les suggestions qu'ils ont par rapport à ces parcs, parce que, comme on disait en début de présentation, c'est le moment de faire part des suggestions que chaque acteur a pour qu'ensuite on puisse les intégrer pour la construction même du parc.
parce que le principe affirmé est mis en avant tant au niveau des ministres, et puis bon, la préfecture maritime sera le garant dans l'analyse de la sécurité de la navigation, c'est que les activités ne sont pas par principe exclues des parcs, mais il faut que l'on construise le parc autour des contraintes liées aux activités si on veut qu'elles puissent avoir lieu. Pour ça, il faut les connaître. Très bien, merci beaucoup pour vos réponses. Très bien, je vais donner la parole à Madame Dolbeau. N'oubliez pas d'ouvrir votre micro, Madame. Voilà, bonjour, bonsoir. Je ne suis pas Madame Dolbeau, je suis Marie-Josée Villotrex, maire de Saint-Trojan-les-Bains, en présence d'autres élus de Saint-Trojan-les-Bains. Je voulais revenir sur la localisation de ce parc. Je sais que la semaine dernière, vous avez eu un atelier pour travailler là-dessus. Je ne sais pas ce qu'il en est ressorti. Déjà, j'ai deux petites questions. Vous avez parlé tout à l'heure de la situation du parc entre 9 et 36 km. Ça voudrait dire que ce qui est envisagé, c'est que la première rangée d'éoliennes puisse être à 9 km ou bien à 36 km. Ça, c'était un peu flou. Et puis ensuite, je voulais savoir s'il pouvait être envisagé plutôt un parc et que ce parc soit situé beaucoup plus loin, peut-être en dehors des zones imaginées entre 60 et 80 km. Voilà. Alors, moi, je pense que la commission peut vous répondre, mais je vais ensuite laisser la parole pour 9 à 30 au service de l'État. Mais comme vous le signalez, Madame, en effet, ce que nous appelons les ateliers de localisation ont précisément pour but de proposer des solutions alternatives éventuellement au projet de l'État dans sa zone préférentielle. Donc tout à l'heure, je vous présenterai ce qui est en effet sorti de ce premier atelier de localisation que nous avons conduit la semaine dernière. Donc un peu de patience, mais entre 9 et 30, je pense que ça demande précision. Donc c'est Pierre-Emmanuel Boss qui va vous répondre à la maire. Oui, ce qui a été indiqué, c'était l'éloignement à la côte de la zone d'études en mer existante, donc qui est effectivement commence à 9 km de l'île d'Oléron et qui s'achève à peu près à 36 km. Mais je pense qu'on va peut-être garder aussi cette discussion pour plus tard quand la CPDT va présenter l'atelier en question, puisque on se rend compte qu'effectivement l'ensemble des acteurs nous encourage à aller un peu plus loin vers le large. Et dans le cadre de l'atelier scénario, personne n'a posé de parc ou proposé de poser de parc à 9 km des côtes. Donc je pense qu'on peut en reparler tout à l'heure quand on accordera ce point. Très bien. Donc, Madame Bourdin. Pardon, excusez-moi. Oui, pardon, j'aurais souhaité apporter un petit complément de réponse à la question qui est très concrète sur l'emplacement du parc et la distance à la côte. Peut-être simplement pour donner un ordre de grandeur, on estime que la surface d'un parc qui ferait 1000 MW, ce serait environ 120 km² à la fin. Donc 120 km², ça peut être 10 km par 12 km, on va dire, pour faire un rectangle, 10 par 12. Donc quand vous demandiez finalement à quelle distance serait la première éolienne, on pourrait imaginer que la première éolienne sera à 9 km, donc avec ensuite ce côté de 10 km et puis cette longueur de 12 km. Mais on peut aussi bien imaginer qu'on repousse le parc pour qu'il commence à 10 km de la côte, ou à 11 ou à 12, voire même à 30 km de la côte. Et à ce moment-là, on aura un parc qui commencerait à 30 km, qui aurait une profondeur de 10 km et qui aurait une longueur de 12 km. Donc ça dépend vraiment à quel endroit vous placez le carré à l'intérieur de cette grande zone de débat qui figure, donc la zone des 700 et quelques kilomètres carrés. Il faut imaginer un rectangle de 10 km par 12 km que vous positionnez un petit peu à l'endroit où vous voulez, mais voilà, la distance à la côte dépend évidemment de l'endroit où on place ce rectangle. Madame Bourdin, merci. Madame Bourdin. Oui, bonsoir à toutes et tous. Merci beaucoup pour cette opportunité d'échange avant d'apporter nos contributions dans ce débat. Merci pour la qualité des échanges. Merci aussi à tous les précédents
personnes qui sont intervenues auparavant et qui m'ont fait l'économie de nombreuses questions. Moi, j'avais une question peut-être technique, un peu technique à poser à RTE. On a donc 2 scénarios en gros de raccordement qui sont proposés et on a par ailleurs un 3e scénario qui se dessine, me semble-t-il, avec une zone d'études alternative au-delà de la zone Natura 2000. Et donc, ma question, elle était, qu'en est-il finalement de ce phénomène de déperdition, ce qu'on appelle la perte en ligne, qui est lié à la distance qui sépare le point de production au point de livraison. Quand on est sur des puissances aussi importantes, est-ce qu'on a un phénomène de déperdition qui existe toujours, ou bien est-il tellement infime qu'on ne doit pas le prendre en considération? Oui, donc si je comprends bien, vous souhaitez savoir jusqu'où on peut aller pour un raccordement en mer, en espèce hors du parc naturel marin ou de la zone Natura 2000. Alors si on prend la ZPS, je ne sais pas jusqu'à où ça va, mais donc on va juste parler de peut-être l'extérieur du parc naturel marin. Les hypothèses actuelles, les scénarios de raccordement qu'on vous a très rapidement présenté tout à l'heure et qu'on approfondira beaucoup plus le 8 février prochain. En fait, le choix de technologie se fait en fonction de la puissance et de la distance. Donc, si on est plus de 50 km en mer, plus de 500 MW, on sera probablement encore en continu, sachant qu'on est à au moins 50 km déjà pour aller rejoindre le réseau de 400 000 volts à terre. Donc, en gros, la bascule se fait entre 100 et 130 km, tout compris. Donc, si on s'éloigne, on sera de fait encore en continu. Pour du courant alternatif, il faudrait prévoir d'autres postes de compensation, le cas échéant en mer. Ce n'est pas du tout un scénario qu'on a envisagé à ce stade en termes de cumul d'impact, en tout cas en mer. Voilà, donc en termes d'éloignement, on peut aller très loin avec du courant continu, mais il n'est intéressant que s'il y a du volume en face. Autrement dit, plus il y a du volume à accorder, plus le courant continu qui permet de transiter l'électricité sur de longues distances avec moins de pertes électriques est intéressant. Et effectivement, en courant continu, on a moins de pertes électriques par rapport à des raccordements en courant alternatif. En revanche, je crois qu'on en a un petit peu plus au niveau des postes, des stations de conversion, ce qui fait que l'un dans l'autre, ce n'est pas forcément un facteur discriminant en soi. Bien. Merci beaucoup. Alors, nous allons prendre encore 4 questions et puis ensuite, je vous présenterai ces fameux scénarios et nous pourrons reprendre ensuite quelques échanges. Monsieur le maire. Oui. Vous m'entendez là? Oui. Oui, bonjour à tous. C'est Monsieur Libelli, le maire de Vaux-sur-Mer. Alors, est-ce que vous m'entendez là? Oui. Oui, très bien. D'accord. Écoutez, pour ce qui me concerne, effectivement, on parle beaucoup de coûts, de fiscalité, de taxes, d'aspects techniques, etc. Mais je trouve qu'on se soucie un peu moins des répercussions sur les populations locales et leur cadre de vie. Alors, je tiens à rappeler que la Convention européenne du paysage de Florence a reconnu, dans son article 5, le paysage en tant que composante essentielle du cadre de vie des populations, expression de la diversité de leur patrimoine commun et culturel et fondement de leur identité. À partir de ce postulat, je souhaiterais poser quelques questions. Alors, quid tout d'abord des répercussions sur le tourisme, sachant que le département de la Charente-Maritime est l'un des plus touristiques de France et qu'une enquête récente montre que les éoliennes font fuir les touristes. Alors, deuxième question, je souhaiterais également évoquer le classement du phare de Cordouan, parce qu'effectivement, quid de ce classement au patrimoine mondial de l'UNESCO, sachant, connaissant la proximité de ce site industriel. En troisième question, quid des impacts sur la faune et la flore marine, la pêche, les oiseaux, les courants marins. Je sais que pour l'instant, on n'aborde pas la question, mais je pense que d'ores et déjà, c'est ce qui nous préoccupe, en tout cas nous, les maires du littoral, en tout cas moi. Et une autre question comment dirais-je, me préoccupe un petit peu, c'est que je constate
en tout cas dans le secteur, que ce projet est vivement combattu par l'ensemble des associations de protection de la nature qui le qualifient de dévastateur et d'absurde. Alors, bon, voilà les questions que j'avais à poser. Alors, est-ce que ce projet est conciliable avec les enjeux environnementaux majeurs de la zone dans laquelle il s'inscrit? Écoutez, personnellement, je ne suis pas convaincu du tout. Et ne va-t-il pas gravement défigurer notre cadre de vie? C'est l'autre question qui m'inquiète le plus, en fait. Voilà. Bien, monsieur le maire, je vais demander à Jacques Regatte de vous apporter quelques éléments de réponse. Alors, effectivement, c'est un point sensible effectivement, sur le projet qui est pris en compte. La question de l'impact visuel de pluie des coupes, quel qu'elle soit, au Léron et l'ensemble du littoral, le Charentais et également du nord de la Gironde, permet d'être, on peut l'apprécier avec déjà un certain nombre de photomontages qui ont été faits, photomontages qui sont disponibles et qui ont été déjà présentés au public. On s'aperçoit effectivement que le parc est éloigné des côtes, il n'est pas invisible, notamment depuis Léron, donc c'est un facteur qu'il va falloir travailler. Évidemment, plus on éloigne le parc des côtes, et plus il est visible de la part de Léron en particulier. Mais c'est un point sur lequel le public est largement sensibilisé. Vous avez évoqué la question du phare de Cordouan. Donc, effectivement, on a un engagement sur ce phare. L'État a un engagement, c'est de respecter les collectivités, de respecter un périmètre de protection autour de ce phare, donc le périmètre imposé par l'UNESCO, garantir la labellisation au patrimoine mondial de ce phare. Donc, on a pris en compte, évidemment, le périmètre de protection pour éviter l'impact. Ça, c'est parfaitement identifié. La question sur l'enquête qui consiste à dire que les éoliennes font fuir les touristes, moi je n'ai pas connaissance de cette enquête, mais si vous pouvez nous la mettre à disposition, l'enquête récente qui a été faite sur des parcs offshore, nous sommes preneurs, mais on va regarder ça précisément. Sur l'impact faune-flore, donc je l'ai dit, hein, c'est un compartiment important des études environnementales en cours. Les études disponibles bibliographiques font le point sur l'ensemble des impacts connus. Et encore une fois, on est dans un dialogue, notamment avec les organisations non gouvernementales, donc avec en particulier France Nature Environnement, dialogue contradictoire hein, sur la prise en compte de ces paramètres et sur les études qu'il va falloir poursuivre, approfondir pour calibrer et pour qualifier des impacts réels, à la fois du parc en phase travaux, mais également en phase d'exploitation. Donc ça, c'est un paramètre important sur lequel on a une obligation d'étude et une obligation de démontrer que l'impact sera minimisé et le moins important possible, évidemment. Merci. Merci beaucoup. Monsieur le maire de Saint-Pierre-de-Léron, allumez votre micro. Hein. Bonjour. Bonjour, mesdames et messieurs. Merci de me donner la parole et je resalue les personnes que j'ai le plaisir de rencontrer déjà dans des précédentes réunions ou dans des différents échanges. Je me suis déjà exprimé de différentes façons sur ce projet. J'ai quand même noté quelques éléments nouveaux aujourd'hui et je regrette très sincèrement, malgré la qualité des débats et de la possibilité de tous nous rencontrer en situation de protection Covid, de ne pas avoir tous les éléments que j'avais déjà entendus ou vus dans les précédents échanges ou dans les précédentes réunions. Bien sûr, on ne peut pas tout présenter et je l'ai bien compris qu'il y allait avoir après une autre séquence. Ce qui m'interpelle un tout petit peu en premier lieu, c'est de vouloir un petit peu corriger ce qui a été dit sur l'avis et la position des marins-pêcheurs. Je rappelle que la commune de Saint-Pierre-d'Oléron a sur son territoire le port de pêche de la Cotinière qui a été fortement aidé par le département dans sa restructuration, dans sa requalification, permettant à des jeunes marins de pouvoir prendre le métier de la mer dans de bonnes conditions, en toute sécurité. Il se trouve que dans le projet du parc éolien, plusieurs éléments ont été dits par les différentes prises de parole jusqu'à présent, mais nous avons un élément qui est quand même très curieux, c'est d'avoir choisi un endroit non seulement qui est impacté par les règles de Natura 2000, en particulier sur 2 observations de protection sur l'espèce habitat marine et en particulier sur les oiseaux. En même temps, nous sommes dans un parc naturel marin qui fixe des règles et les usages, et en même temps, nous sommes sur une zone très particulière dans le cadre du golfe de Gascogne, à savoir une réserve qui permet d'avoir
d'avoir un apport halieutique considérable, intéressant, tous les pêcheurs qui ne viennent pas que forcément de la Cotinière, mais qui viennent aussi de Royan, qui viennent de La Rochelle, qui viennent de la Vendée, de Bretagne, et qui viennent même de Saint-Jean-de-Luz, et voire même des territoires qui sont les pays voisins, qui viennent pêcher sur cette zone. La curiosité, c'est d'avoir choisi cet emplacement. Alors, on a bien compris que dans les études que vous aviez faites, il semblerait que de toute la Nouvelle-Aquitaine, région qui doit aussi porter un parc éolien offshore, nous nous trouvons dans un espace où seul le large de l'île d'Oléron pourrait répondre aux besoins techniques d'un tel parc. Ce qui m'inquiète, c'est que j'ai appris ce matin, et M. Voss n'a pas déconfirmé cette information, c'est qu'il y aurait la possibilité d'avoir des ouvertures d'autres zones, en particulier sur l'espace militaire de la zone de Cazaux, qui permettrait des servitudes en termes d'installation d'éoliennes, ce qui n'était pas le cas il y a 7 ans quand on nous a présenté le premier projet et qui avait déterminé cette zone au large d'Oléron. J'aimerais bien qu'on approfondisse cette question, puisqu'en l'occurrence, ça permettrait peut-être de régler le problème de tous les impacts paysagers qui viennent d'être soulignés par la précédente prise de parole et qui impactent bien sûr tout le tissu oléronais et le paysage d'Oléron qui se trouve confronté aujourd'hui à une installation industrielle d'éoliennes offshore au large de l'île d'Oléron. Excusez-moi si je suis un peu long. Le deuxième élément qui m'interpelle beaucoup, c'est la notion d'impact. Vous avez un petit peu ce soir oublié de lister tous les impacts qu'il y a sur ce projet d'éolien offshore, considérant bien sûr tous les éléments qui soient bien sûr environnementaux, qui soient techniques, qui soient halieutiques, qui soient aussi économiques, touristiques et bien sûr paysagères, qui est un élément essentiel et qui aujourd'hui interpelle quand même tous les Iliens que nous sommes, mais aussi toute la Charente-Maritime par rapport à sa façade maritime. Ce qui m'inquiète, c'est qu'aujourd'hui, on doit donner un avis ou donner une position par rapport à un projet, sans connaître forcément tous les éléments techniques, mais je dois reconnaître que grâce à M. Bossir, avec tous ses collègues dans le cadre de la Commission nationale du débat public et l'organisation, nous avons aujourd'hui des apports techniques qui nous permettent d'affiner notre pensée, sauf que vous avez bien dit tout à l'heure qu'on devait donc, à partir de 2023, choisir un candidat et que seulement après, il y aurait des études complémentaires qui seraient à sa charge en termes de réalisation d'impact environnementaux. Et à ce titre-là, la question que j'ai envie de poser ce soir devant tous mes collègues élus, mais est-ce qu'on aura de nouveau un débat public? Est-ce qu'on sera encore soumis à des avis que nous devrons présenter? Car je suis assez curieux de voir comment l'État va se sortir de cette situation, de porter un projet, de prendre une décision et après de laisser porter à ceux qui seront donc les entreprises privées qui porteront ce projet de faire les études d'impact. Excusez-moi, j'émets un énorme doute sur la sincérité de ces impacts environnementaux qui seront présentés par ceux qui vont détruire ces fonds marins. Oui, alors, Monsieur le Président, bon, concernant la question de Monsieur le maire au sujet d'une éventuelle autre zone d'implantation de l'éolien en mer sur la façade sud-atlantique, je suggère que ce soit Madame Durand qui puisse vous apporter des éléments de réponse. Oui, merci pour votre intervention. Alors, effectivement, le processus tel qu'il est écrit dans la loi aujourd'hui, c'est un processus en 2 temps, c'est-à-dire que dans un premier temps, l'État choisit la zone d'implantation du parc, une zone qui est assez large pour pouvoir accueillir le projet éolien, et l'État organise un appel d'offres au titre du Code de l'énergie afin d'attribuer un soutien public aux futurs développeurs, donc une subvention pour qu'ils puissent construire son parc, sachant qu'il y a encore besoin d'un coup de pouce pour le développement des énergies renouvelables, même si ce coup de pouce va en s'amenuisant. Ensuite, dans un second temps, c'est le développeur qui a la responsabilité de construire son parc, de l'exploiter, de le démanteler et de le maintenir. Et le développeur a pour cela la responsabilité de l'étude d'impact environnemental, puisque c'est lui qui connaît précisément les contours de son projet, qui connaît la taille envisagée pour ces éoliennes, la puissance unitaire de ces éoliennes, le type de fondation, le type de dispositif anti-corrosion. L'ensemble finalement des composantes du parc, c'est bien le développeur qui les choisit. Alors qu'il les choisit d'ailleurs pas forcément tout de suite, hein, il peut les choisir plus tard, mais en tout cas c'est lui qui sait quels sont les champs des possibles pour chacun des composants du parc, et c'est sur cette base-là en fait qu'il va faire une étude d'impact.
il va finalement croiser l'état initial de l'environnement marin avec les installations qu'il projette de construire sur cette zone et il évalue ainsi les impacts en fonction des caractéristiques de son projet. Je voudrais juste insister sur le fait que l'État a commencé finalement à prendre en charge une partie de cette démarche d'évaluation environnementale en prenant à sa charge la campagne de caractérisation de l'état initial de l'environnement. Donc, c'est ce qui vous a été présenté par M. Régade sur les diapositives de calendrier. En fait, l'État anticipe ce travail que va devoir faire le développeur en menant des campagnes de caractérisation de l'environnement très tôt, une fois que la zone soumise au débat aura été arbitrée, eh bien, nous allons lancer des campagnes avions pour aller compter les oiseaux, pour aller compter les mammifères marins qui migrent. Nous allons lancer des campagnes bateaux pour aller observer soit à la jumelle, soit avec un radar ornithologique, soit avec des hydrophones, l'ensemble des comportements de la biodiversité. Et finalement, toutes ces études de caractérisation de l'environnement, nous allons les remettre au développeur qui pourra ainsi faire ce croisement entre l'état initial et l'installation et donc avoir l'évaluation des impacts. Donc, c'est bien à lui que revient cette tâche, mais ce qui est important de souligner également, c'est que son dossier d'évaluation environnementale sera soumis ensuite à l'instruction des services de l'État et ce n'est pas du tout un blanc-seing qu'on donne au lauréat. Au contraire, les problèmes commencent pour lui au moment où les services de l'État mènent leur instruction, puisqu'ils vont venir vérifier la véracité des informations fournies dans ce dossier de demande d'autorisation. Ils vont venir challenger les mesures éviter, réduire, compenser qui seront proposées par l'exploitant et, in fine, c'est bien la préfecture qui aura le dernier mot et qui fixera la liste des prescriptions qui s'appliqueront aux développeurs du parc éolien mer. Et bien entendu, pendant l'exploitation du parc, il y aura aussi des points de contrôle au-delà de ce contrôle initial sur le dossier de demande d'autorisation. Il y aura un suivi scientifique qui sera fait et notamment le conseil scientifique de façade aura un rôle prépondérant à jouer tout au long de la vie du parc. Merci. Attendez, je crois que Jacques Régade souhaitait compléter. Juste un petit complément sur la question effectivement du continuum de la consultation du public d'une part et sur la sincérité de l'étude d'impact qui a été abordée. Des procédures d'autorisation environnementale sont soumises à enquête publique, donc il y aura effectivement à nouveau des phases de consultation du public. D'autre part, des études d'impact, ce type de projet relève d'une évaluation environnementale donc, qui est organisée et prise en charge par une autorité indépendante, donc, du niveau national, donc, le commissariat général du développement durable ou le Conseil général de l'environnement et du développement durable, qui a en charge de vérifier la qualité, le contenu et la qualité globale de l'étude d'impact, qui est également un élément important. Cet avis de l'autorité environnementale est un avis public, donc qui est mis à disposition du public, qui peut effectivement servir de base de discussion, voire de contentieux qui sera mis en place. Très bien, merci. Alors, deux dernières questions. Si vous pouviez comprimer vos questions et que les réponses soient également comprimées pour que la commission puisse aussi s'exprimer auprès de vous. Thierry Le Sauvage, monsieur Le Sauvage. Oui, bien merci, bonjour. Je suis Thierry Le Sauvage, vice-président à l'aménagement du territoire et développement durable et mobilité à Rochefort. Ma question elle est simple et assez directe pour élargir le projet un peu. Compte tenu des puissances transportées vers les autoroutes de RTE et compte tenu du renforcement du réseau et des coûts engendrés par celui-là, ainsi que du marché de l'énergie, ne serait-il pas intéressant de stocker cette énergie en développant plutôt l'hydrogène vert et de faire à ce moment-là une étude globale énergie pour un peu tendre vers une autonomie énergétique du territoire et avec la pile à combustible, les transports, etc. Voilà, c'est histoire de rentrer un peu sur le côté hydrogène vert. Bien, je pense que c'est Madame Durand qui peut vous répondre. Madame Durand? Elle est partie. Non, elle est là, Madame Durand. Madame Durand, pouvez-vous répondre, Monsieur Le Sauvage, concernant la filière hydrogène vert? Oui, tout à fait. Excusez-moi, c'était une logistique particulière.
Oui, alors concernant l'hydrogène, donc, côté ministère de la Transition écologique, bien entendu, on partage l'intérêt de développer l'hydrogène vert. Néanmoins, concernant l'éolien en mer, aujourd'hui, ce qu'on a besoin de produire, c'est vraiment de l'électricité à injecter sur le réseau national de transport, donc le réseau de RTE. Les besoins en électricité vont augmenter, comme je le présentais tout à l'heure, et nous avons vraiment besoin de nouvelles usines qui produisent de l'électricité, que celle-ci soit renouvelable ou nucléaire via la prolongation, mais peu importe. Aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est d'injecter de l'électricité sur le réseau de transport national. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les projets éoliens en mer qu'on fait, alors pas seulement celui en Sud-Atlantique, hein, mais aussi sur les autres façades, ce sont toujours des projets où l'objectif, c'est d'injecter sur le réseau de transport pour bénéficier à l'ensemble du réseau national d'électricité. Ensuite, il y a des expérimentations en cours, effectivement, de couplage entre la production d'hydrogène et la production d'énergie renouvelable, mais ce n'est pas un projet que nous souhaitons développer pour Oléron. Merci. Alors, je pense que nous pouvons donner la parole à vous, Monsieur Morad. Oui, bonsoir. Je suis Morad, conseiller municipal à Saint-Trojan-les-Bains. Donc, ma question est, je dirais, mes 3 questions sont les suivantes. Ma première question est de savoir, est-ce que vous m'entendez? Très bien, très bien. Oui. Ma première question est de savoir, est-ce qu'il y aura un impact au niveau du contribuable, que ce soit au niveau de la facturation d'électricité ou bien fiscalement avec ce genre de projet. Ma deuxième question, elle est au niveau du projet éolien en lui-même. Dans l'hypothèse d'une panne d'éolien, comment va se dérouler le démantèlement et qui va gérer cela? Ma dernière question, ne pensez-vous pas que ce genre de projet risquerait de mettre les pêcheurs, je dirais, à défaut, c'est-à-dire qu'ils mettront leurs clés sous la porte? Merci. Alors, sur les impacts pour le contribuable, peut-être que Mme Durand peut commencer, et puis éventuellement, on complétera au niveau local. Mme Durand. Oui. Oui, bien sûr. Merci pour votre question. Alors, concernant la fiscalité, alors c'est un thème très large. Peut-être rappeler que, d'une part, on a donc la construction du parc éolien en mer. Ce parc éolien en mer, il sera construit donc, par le développeur. C'est le développeur qui va dépenser l'argent nécessaire, déjà trouver puis dépenser l'argent nécessaire pour construire le parc, l'exploiter, le maintenir et le démanteler, et il bénéficiera d'un soutien public, donc un complément de rémunération. Et cet argent, c'est l'argent de l'État qui vient finalement subventionner cette énergie, puisqu'on souhaite la développer en application de nos engagements climatiques et pour diversifier notre mix électrique. Donc indirectement, je dirais, oui, c'est de l'argent en partie public qui va aller dans ce projet, et donc voilà, c'est de l'argent du budget global de l'État, mais la majorité des investissements, par contre, sera portée directement par le développeur privé. Ensuite, en termes de retombées, donc le développeur va devoir payer une taxe éolienne en mer, ainsi qu'une redevance. Donc là, les bénéficiaires, ça dépendra d'où est situé le parc. Donc si le parc est situé sur le domaine public maritime, alors eh bien, les bénéficiaires de cette taxe éolienne en mer seront d'une part les collectivités territoriales, d'autre part les comités des pêches, l'Office français de la biodiversité et les sauveteurs en mer. Si jamais le parc est situé en zone économique exclusive, la taxe reviendra au budget général de l'État. Concernant la redevance, eh bien, les principes généraux s'appliquent. Donc, si le parc est situé en ZE, la redevance ira dans les caisses de l'Office français de la biodiversité. Et si le parc est situé en DPM, il me semble que cela va aux collectivités, mais c'est à vérifier.
Enfin, concernant le raccordement, donc le raccordement du parc sera géré par RTE et la façon dont RTE se finance, c'est via le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité, le TURP, et ça, c'est un des postes qui figure sur la facture des consommateurs d'électricité, mais comme pour l'ensemble des énergies consommées, enfin, le TURP, de toute façon, est une composante de la facture, donc il y aura une toute petite répercussion sur ce poste-là, mais qui devrait être insensible pour les consommateurs français. Et je laisserai d'ailleurs RTE compléter sur cette partie raccordement si besoin. Oui, ça a déjà été évoqué. Hein. Je ne pense pas que ce soit utile d'y revenir. Par contre, Mme Durand, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le démantèlement des parcs éoliens? Oui, alors, concernant, et puis il y avait une question sur la pêche aussi, à laquelle je n'ai pas répondu. Non, c'est bon, très bien. Oui, sur le démantèlement. Alors, le démantèlement, c'est très simple, il est à la charge du développeur et le développeur, en fait, remet à l'État une garantie démantèlement, donc de plusieurs dizaines de millions d'euros. Et si le développeur ne fait pas le démantèlement, eh bien, il n'a pas sa garantie en retour. Bien évidemment, on ne veut pas arriver à cette situation. Donc, l'idée, c'est bien, si jamais il y a un refus d'obstacle pour le démantèlement, d'abord de le mettre en demeure de procéder au démantèlement. Et si ensuite, il ne démantèle pas, éventuellement lui faire les travaux d'office. Et à la fin, si vraiment il ne le fait pas, eh bien, l'État peut lui garder sa garantie, qui est donc particulièrement dissuasif. Merci. Alors, sur la pêche, oui, alors, sur la pêche, et puis également, vous avez parlé de panne, parce que vous avez parlé de démantèlement et de panne en amont. Donc, peut-être juste un petit mot sur l'entretien, parce que, évidemment, ce genre de parc demande une maintenance permanente. Hein, c'est un site, on ne le pose pas une fois pour toutes, et évidemment, ça demande tous les jours de se rendre sur les lieux. Et donc, quelque part, ça crée une activité d'économie maritime autour de ce parc, une activité portuaire, une activité de navigation, de marin, et donc quelque part il y a tout un écosystème économique qui se crée autour pour justement le maintenir en état de fonctionnement. Donc sur la pêche, oui, c'est évident que ça va nécessiter pour les pêcheurs un changement de pratique. On ne peut pas pêcher de la même manière au milieu d'un champ éolien qu'on pêchait quand il n'y en avait pas. Le principe que j'ai dit tout à l'heure et que je répète, c'est que la pêche n'est pas interdite dans les champs éoliens par principe. Après, il y a toutes les activités de pêche ne seront pas forcément possibles, évidemment, au sein du champ éolien, et ça c'est sûr. La question, c'est justement de pouvoir travailler sur les activités qui demeurent possibles et les conditions dans lesquelles ces activités de pêche peuvent rester possibles. Et donc pour ça, on a besoin de bien mesurer, et ce que je disais tout à l'heure, les suggestions liées à ces activités pour pouvoir les présenter aux porteurs de projet et faire en sorte qu'on puisse les prendre en compte dans le cahier des charges. Par ailleurs, donc oui, il y aura un impact, c'est certain. C'est un impact qui va conduire à une évolution, c'est sûr. Et ensuite, quelle sera la somme de l'impact? C'est dur à dire pour moi aujourd'hui, sachant qu'il y a aussi des retombées fiscales, mais qui sont collectives et pas individuelles. Hein. Les retombées fiscales sont de l'ordre de mémoire, c'est 35%, hein, c'est 15% pour le niveau national, 10% pour le niveau régional et 10% pour le niveau départemental. Mais vu que c'est de l'argent public qui n'est pas directement affecté aux professionnels, par contre, c'est de l'argent qui peut accompagner les reconversions. C'est de l'argent qui peut accompagner la réflexion sur les pratiques collectives. Et donc, il y a un accompagnement des pêcheurs. Très bien. Je vous remercie. Alors, je pense qu'on va terminer cette réunion par une dernière séquence, finalement, au cours de laquelle la commission va peut-être reprendre la parole. Louise-Marie, est-ce qu'on pourra accéder à notre propre diaporama? Voilà. Alors, 2 points. Le premier, je vais l'appeler ASAP, et le deuxième, je vais l'appeler scénario. Dans le cadre de la loi ASAP, finalement, les commissions du débat public doivent demander aux collectivités territoriales, vous le lisez sur l'image, doit demander un avis aux collectivités territoriales. Ces dernières ne sont pas obligées de rendre un avis, mais j'ai envie de dire au nom de toute la commission que même si la loi
n'avait pas inscrit cela, la Commission se serait évidemment manifestée auprès des collectivités locales pour solliciter leur avis. Alors, vous voyez un petit peu le mode d'emploi. Ça se présente sous la forme d'un cahier d'acteurs, mais pourquoi pas d'autres formes possibles. Peut-être d'un avis sur la plateforme participative, au choix. Et puis, après cette soirée, où nous sommes 60 sur l'écran, de toute façon, toutes les collectivités concernées recevront un courrier postal pour réitérer finalement cette invitation à formuler un avis. D'autre part, il y a le problème du calendrier. Comme le débat a été prolongé d'1 mois, bien entendu, ces cahiers d'acteurs des collectivités doivent nous parvenir en principe avant le 28 février, mais nous avons admis que pendant la rédaction de notre propre compte-rendu, qui prend 2 mois, vous pourriez disposer d'un peu plus de temps. Tout simplement parce que j'imagine que dans les collectivités, peut-être des débats pourraient également être montés par vous-même et qui prendraient un peu de temps. Voilà, donc au plus tard, le 20 mars, donc pendant que nous serons en train de rédiger notre compte-rendu, nous pourrons recevoir vos cahiers d'acteurs et vos avis. Et nous comptons beaucoup, évidemment, sur ces avis. Et pas seulement sur l'avis des personnes, des associations environnementales, des représentants de différentes composantes de la vie économique. Alors, maintenant, le deuxième point pour les scénarios, ce qui fait écho à une question qui a été posée tout à l'heure. Nous avons utilisé le terme de scénario pour ne pas utiliser le terme de projet, pour ne pas mélanger le scénario avec le projet de l'État pour simplifier. Alors, un scénario, ce n'est pas une mise en scène au théâtre, hein. C'est simplement le fil conducteur de la pièce. Alors, je voudrais rappeler la mission de la commission du débat public. La commission particulière reçoit cette mission de la commission nationale. Et nous avons effectivement un texte qu'on appelle la saisine, que vous connaissez par cœur, j'imagine, maintenant. Et dans cette saisine, il y a des questions. L'une des missions de la commission, c'est évidemment d'offrir au public la possibilité de répondre à ces questions. J'insiste sur un point, cela ne signifie pas, en faisant cela, que la commission du débat public est en train de pousser le projet de l'État. Elle offre simplement à tous les participants du débat public la possibilité de s'exprimer. Alors, comme les questions posées tournent autour d'une question de localisation, une question de géographie, d'une certaine façon, évidemment, on a fait cette proposition de localisation. Alors là, deuxième point, on a compris, je vais m'exprimer de façon assez familière, toutes mes excuses pour ce vocabulaire, mais on a compris depuis les tout débuts de ce débat public que de toutes parts, on a compris que la zone préférentielle proposée par l'État était vue par nos interlocuteurs sur le terrain comme le pire endroit. Le pire endroit avec des guillemets. Je suis en train de citer quelqu'un qui s'exprime de cette façon. Ne concluez pas que c'est le propos du président de la commission. Je dis ça parce que quelquefois, les journalistes font beaucoup de charcutage dans les entretiens que nous avons avec eux. Alors, une fois qu'on a dit ça, puisque c'est le pire endroit, de façon très familière, j'ai envie de dire à nos interlocuteurs, connaissez-vous des endroits qui soient moins pires? Et la réponse, c'est on n'en connaît pas, ou peut-être on pourrait réfléchir. Et voilà comment est née l'idée de proposer ces scénarios. Alors, vous voyez ici les scénarios qui sont sortis d'une première séance que nous avons tenue vendredi dernier. Je dis bien une première séance. Nous l'avons faite avec, je ne dirais pas des cobayes, mais des gens volontaires qui sont venus pour co-construire ensemble des idées de solutions alternatives. Mais également de confirmer, pourquoi pas, la solution proposée par l'État. Ou bien tout simplement de dire il n'y a pas de solution. Voilà, donc l'éventail est très large et nous avons simplement proposé aux participants, qui étaient extrêmement diversifiés par leurs origines et par leurs opinions, nous leur avons simplement proposé 2 bornes, outre le scénario 0, c'est-à-dire rien nulle part. Nous leur avons proposé finalement le scénario 1, appelé scénario historique, c'est le scénario hérité du milieu des années
2010 jusqu'à 2 gigawatts. Et puis, à ces participants de travailler ensemble pour formuler ces scénarios. Cela ne signifiait pas qu'ils étaient favorables à tel ou tel scénario dans un premier temps de leur travail. Ensuite, on leur a demandé, pour chacun de ces scénarios qu'ils inventaient, dans le domaine de l'imagination, on leur a demandé tout simplement de dire les avantages, l'intérêt que présentaient ces scénarios et les risques, voire les menaces qu'ils pouvaient représenter d'un autre côté. Et nous avons fini cette séance en leur demandant les recommandations qu'ils pourraient exprimer auprès des services de l'État après ce travail. Alors nous allons mettre maintenant en débat et en discussion ces fameux scénarios. Donc, ce soir, vous les avez en avant-première. On a juste eu le temps, dans cette semaine, de présenter le résultat de cette séquence assez spontanée. Sur le site du débat public, vous aurez dès demain la totalité de ces scénarios. Alors je pense, Louise Marie, qu'on pourrait les faire défiler très vite. Il est hors de question de plonger dans ce travail en 3 minutes ce soir. Mais du coup, comme vous avez un avis à rendre, je pense que vous pourrez très probablement aussi vous appuyer sur ces scénarios pour en proposer d'autres, pour éventuellement les commenter, les critiquer, les valider selon vos propres avis. Alors voilà une petite idée. Je pense que Louise Marie, on peut les faire passer, alors peut-être pas à 24 images secondes comme au cinéma, mais un petit peu plus vite, parce qu'on ne va pas les commenter un par un. Et tout ça sera sur le site demain et vous pourrez plonger, si je puis dire, dans ces scénarios. Alors voilà les différentes solutions imaginées, encore une fois, par nos interlocuteurs lors de cette première séance. Alors nous avons prévu d'ici la fin du débat de mettre ces scénarios en discussion auprès de publics plus larges et finalement on espère voir sortir un certain nombre d'hypothèses formulées par le public. Et encore une fois, la Commission n'est pas du tout dans son rôle pour choisir tel ou tel scénario. En revanche, ces scénarios seront évidemment présentés aux services de l'État qui devront apporter une réponse à chacun de ces scénarios en termes d'intérêt, de faisabilité. Et alors, nous avons une question simple que nous nous sommes posée. Alors, on se la pose depuis un certain temps, mais là, elle est devenue absolument évidente. Certains de ces scénarios se font effectivement bien plus au large. Donc là, je reprends les propos qui ont été tenus ce soir par un certain nombre d'entre vous. Bien plus au large, ça veut dire qu'on sort du cadre de l'épure proposé par l'État. Et la question est de savoir si, quand on propose cela, on est dans l'utopie, dans le rêve, ou bien s'il y a quelque chose d'un peu réaliste dans ces propositions. C'est la raison pour laquelle la commission du débat public a demandé à la commission nationale du débat public, la CNDP, de financer ce qu'on appelle une expertise complémentaire. Nous allons nous adresser à des experts, donc pas les services de l'État, des experts ex-pars en dehors des partis, voilà, c'est-à-dire indépendants, autonomes, pour leur demander, au fond, si certains de ces scénarios au large sont crédibles ou pas, en première approximation évidemment. Deux questions se posent. Jusqu'à quelle profondeur peut-on poser des éoliennes, c'est-à-dire créer un parc posé? Jusqu'à quelle profondeur? On est passé dans ce débat public de 50 mètres de profondeur dans le premier dossier du maître d'ouvrage, et lorsque la zone a été étendue, on est passé de 50 à 60. La question qu'on a posée, c'est ce parc, c'est dans 5 ans. Peut-être sa mise en service, même un peu plus, mettons 2030. En se projetant à cet horizon-là, à quelle profondeur peut-on poser des éoliennes selon les constructeurs, c'est-à-dire les industriels? Voilà une première question que nous allons poser. Une deuxième question que nous allons poser, c'est tout simplement le rapprochement de prix de production de ces constructions, production de ces parcs, entre posés et flottants. Est-ce qu'à terme, les prix se rapprochent ou pas, et à quel terme? Et tout ça, évidemment, avec une préoccupation économique, c'est-à-dire à quel prix peut-on faire tout cela? Donc, pour cela, des experts, et puis nous allons réunir, effectivement, nous allons
concevoir 2 réunions au cours de laquelle les experts pourront présenter leurs résultats et puis évidemment discuter avec les publics. Voilà la démarche que nous avons entreprise pour finalement donner un peu de réalité à ces scénarios. Alors, comme vous le voyez, les scénarios sur cette image, c'est le premier parc éolien. Bien entendu, dans la saisine, il y a la question éventuellement d'un deuxième parc. Donc, nous avons rédigé un peu rapidement hier et encore ce matin une autre image dans laquelle on voit comment on pourrait, donc Lise-Marie, je pense que c'est une image qui vient juste après, on pourrait effectivement passer à un deuxième parc. Et là, la méthode que nous allons proposer à nos participants, finalement, ce sont des combinaisons entre le premier parc et le deuxième parc. Il y a des modèles de combinaison. Et dans ces modèles de combinaison, on n'a pas du tout perdu, effectivement, en route, la question du raccordement qui nous est posée dans la saisine. La question du raccordement, et on voit bien que c'est quand on passe d'un parc à 2 parcs que la question du raccordement prend une intensité un peu plus importante. Alors voilà où on en est, et nous avons maintenant 6 semaines d'un travail que je trouve malgré tout un peu intense pour recueillir le maximum de réactions à ces scénarios. Et bien entendu, nous attendons des collectivités territoriales qu'elles puissent évidemment apporter leur contribution. Voilà ce que je voulais dire ce soir. Alors, on n'ira, j'imagine, pas tellement plus loin dans l'étude précise ce soir de ces scénarios, mais peut-être on peut réserver, si vous n'êtes pas encore à 5 ou 10 minutes près, on peut peut-être entendre vos réactions à notre programme de travail. Alors, Madame de Roffignac voulait tout à l'heure intervenir, et puis effectivement, peut-être maintenant, nous pouvons vous donner la parole, Madame. Eh bien, écoutez, je vous en remercie. Bonjour à toutes et à tous. Donc, j'interviens en tant que présidente du SMIDES, donc gestionnaire du phare de Cordouan, et élue de la CARA. Donc, voilà, plusieurs titres et très en proximité de la zone sud pour le raccordement. Donc, ce que vous venez de présenter avec les différents scénarios met un petit peu en avant notre inquiétude effectivement par rapport au SMIDES, et que nous avons mentionné auprès de Madame la préfète en fin décembre, avec copie évidemment à la DIRM qui en a eu connaissance comme la DRAC, parce que le comité du patrimoine mondial, lorsqu'il a inscrit le phare de Cordouan sur la liste du patrimoine mondial en juillet dernier, a bien insisté pour que, au niveau du SMIDES et des services de l'État, nous continuions, après plusieurs années de travail pour préparer ce dossier, à être totalement actifs et de concert pour réaliser les formalités administratives et réglementaires par rapport à la mise en œuvre d'un plan de gestion. Et donc, à ce titre, au niveau du plan de gestion, nous devons systématiquement attirer l'attention de l'UNESCO sur les différents projets. Et le projet sur lequel, à date, quand nous avions présenté le dossier en 2019, puis apporté des compléments en 2020, était effectivement un scénario qui est pas forcément celui qui sera gardé ou évalué donc sur les années à venir. Donc nous avons attiré l'attention de Madame le préfète sur le projet éolien par rapport à sa dimension au large, mais nous avons aussi attiré mis le doigt sur quelque chose qui nous semblait important aussi par rapport au raccordement, puisque le scénario de raccordement sur la partie sud pourrait impacter le périmètre du bien inscrit et celui de la zone tampon. Donc, on a eu un certain nombre d'informations nous rassurant, mais c'est vrai que on n'est jamais complètement rassuré par rapport aux propositions qui sont faites. Et on a aussi
quelque chose dont a parlé M. Libelli tout à l'heure par rapport à ce qui peut être sur le visuel, mais aussi sur le ressenti, et sur le ressenti des populations, et sur le ressenti aussi des visiteurs et des personnes qui viennent dans la zone de Cordouan, et en particulier les différents ambassadeurs lorsqu'ils sont venus, étaient dans ce ressenti beaucoup plus que dans le visuel qui pouvait impacter Cordouan. Donc, nous continuerons à avoir une vigilance par rapport à ça, à la fois sur l'impact dans le périmètre, sur l'impact visuel, mais sur l'impact aussi qu'il pourrait y avoir donc sur la partie ressentie. Et ensuite, en tant qu'élu avec des attributions sur la mer et le littoral, je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure par rapport à la pêche et mes collègues élus qui ont insisté non seulement sur la participation des pêcheurs, mais aussi sur le côté éventuellement prise en compte des dangers de pêche qui pourraient mener à terme à une difficulté pour ces professionnels à continuer à exercer leur activité. Il est effectivement intéressant d'imaginer des compensations financières, mais une compensation financière ne viendra jamais redonner toute l'importance d'un travail à quelqu'un qui se voit perdre son travail et son lieu de travail, c'est-à-dire une zone de pêche. Donc, je pense qu'il y a différents éléments sur lesquels nous allons rester collectivement vigilants de manière à ce que tout ce qui a pu être dit, écrit par rapport aux différents scénarios puisse être vraiment intégré, et je vous remercie du temps que vous m'avez accordé. Merci Madame. Avant de laisser la parole au service de l'État à propos de Cordouan, j'ai bien noté l'expression que vous avez utilisée. Vous avez parlé de ressenti. Effectivement, il y a une dimension culturelle et éventuellement immatérielle. Moi, je pense que c'est un beau sujet d'acteur. Un beau sujet pour un cahier d'acteurs. Excusez-moi, parce que je commence à être fatigué. Ce serait intéressant pour la Commission de disposer d'un cahier d'acteurs orienté dans cette question du ressenti. Voilà. Alors peut-être sur Cordouan. Oui, Madame Rouffignac, oui, merci. On a eu beaucoup d'occasions d'échanger sur ce sujet, hein, bien sûr, parce que évidemment, il est également très important pour nous et on le regarde de près. Finalement, cette question, elle s'est posée à 2 reprises. Elle s'est posée avant que Cordouan soit inscrit au patrimoine, avec une inquiétude que l'on avait que le projet en lui-même remette en cause cette inscription au patrimoine. Et heureusement, donc, ça n'a pas été le cas. Et j'allais dire, la question qu'on s'est posée, la crainte qu'on a eue à ce moment-là, n'a même pas été levée hein, au cours des différentes discussions qu'on a pu avoir avec nos partenaires et les différents ambassadeurs. Maintenant que le bien est classé, quelque part, il a son mode de protection. Et c'est une suggestion dont le projet doit tenir compte à part entière, que ce soit dans le tracé, que ce soit dans l'implantation. Et quelque part, c'est plus Cordouan qui doit tenir compte du parc éolien, c'est le parc éolien qui doit tenir compte de Cordouan. Et je pense que c'est clair pour tout le monde. Et c'est comme ça qu'il faudra qu'on prenne. Voilà. Et donc, il faudra qu'on analyse tout ça, et évidemment, c'est une suggestion à part entière. Monsieur le Président, si vous me permettez, je voudrais apporter quelques éléments, Madame de Rouffignac, concernant la pêche. Plusieurs élus, évidemment, à juste titre, s'inquiètent des conséquences que la création d'un parc éolien en mer pourrait avoir sur leur activité, et les services de l'État, comme a dit M. Couteau, en sont parfaitement conscients. Je pense qu'il faut également, si on veut avoir vraiment une approche complète des choses et se projeter dans l'avenir, essayer de réfléchir aux opportunités que la création d'un projet comme celui-là pourrait avoir. Ça a été évoqué tout à l'heure par la représentante de RTE. Voilà, il faut être conscient du moment qu'à partir du moment où
modifie un écosystème, quel qu'il soit, bon, ça peut entraîner évidemment des pertes de biodiversité, des menaces pour certaines espèces, mais ça peut également se traduire par l'arrivée ou le renforcement de certaines espèces. Ça peut aussi permettre à des acteurs économiques, et en particulier aux pêcheurs, en milieu maritime bien sûr, de développer des activités nouvelles. Voilà, donc je pense qu'il faut essayer, face à un projet de telle ampleur, on est bien conscient du fait qu'il aura des impacts, eh bien, d'en identifier les potentialités et pas que les menaces. Voilà. Très bien. Nous approchons des 2 heures de réunion et je pense qu'il est temps peut-être de quelques mots de clôture. C'est ce que je vais faire. Oui, mon secrétaire général me dit et de demander s'il y a éventuellement d'autres questions sur l'écran de l'ordinateur, ce que je m'apprêtais à faire. Et sinon, je pense que nous pouvons conclure. Je donnerai quand même bien la parole à Monsieur le Préfet pour 2-3 mots de conclusion. Ah non, là, je veux bien prendre la parole. Après la parole comme président. Bon, écoutez, moi je voudrais vous remercier, vous, tous les élus qui ont bien voulu participer à cette réunion en visio, les représentants des services de l'État, de RTE, sans oublier bien sûr Madame Durand à la DGEC. Bon, pour Je pense qu'ils vont devoir se reconnecter, mais qu'ils ont perdu la connexion. D'accord. Il n'y a plus d'écran là. Oui, je vais les appeler pour savoir. Mais moi, je l'ai. Ah bon? Bon, donc c'est bon. Bon, écoutez, voilà, excusez-moi, mais le Zoom va revenir, c'est marqué. Bon. Voilà, alors non, simplement vous dire, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, que les services de l'État prennent toute leur part au débat public, hein, comme ils le font depuis le début, et qu'ils continueront de le faire sous la houlette de Pierre-Emmanuel Voss, notre directeur de projet, jusqu'à la fin février. Voilà. Et que, bien sûr, vous ne devez pas hésiter. Alors, bien sûr, c'est le président Boussir et sa commission qui président le débat public, mais si, pendant cette période, vous avez des questions à poser à tel ou tel service de l'État, eh bien, nous sommes à votre entière disposition. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Préfet. Eu égard à mon âge, c'est vraiment trop tard pour moi de devenir préfet un jour, et j'aurais dit à peu près la même chose. Voilà, c'est-à-dire des remerciements pour votre intérêt, et puis vous dire aussi que la commission du débat public est toujours présente à votre écoute jusqu'à la fin de ce débat par les outils que vous avez déjà utilisés. Sur le site du débat, vous verrez très prochainement le programme de nos activités jusqu'à fin juillet. Et en particulier, une date importante ici à La Rochelle, c'est ce que nous avons appelé le festival. Alors festival, ça ne veut pas dire fête foraine. Le festival avec 2 journées, le 18 et le 19 février. Et dans la journée du 18 février, nous allons réaborder de façon un peu plus large une partie des questions que vous avez posées aujourd'hui. Pas spécialement à propos d'Oléron, mais en général sur ces questions d'énergie, la rencontre de l'énergie et de la mer. Voilà. Donc, merci encore et bonne fin de soirée. Merci, Monsieur le Président. Merci, au revoir.